C'est parti. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire. C'est notre quatrième webinaire à Tandems. Un webinaire un peu particulier cette fois parce qu'il se fera en deux parties. On attaque le sujet des questionnaires quantitatifs et comme c'est un gros sujet, on s'est dit qu'un webinaire, ça ne suffirait pas pour tout couvrir. Donc on le fait en deux fois. L'objectif, comme je le disais tout à l'heure au tout début, c'est que chez Tandems, on fait des webinaires live où on couvre des méthodes avec des exemples ultra concrets issus de la vie réelle d'entrepreneurs ou de product managers qui se sont posés des vraies questions sur leurs produits et on essaie d'utiliser ça comme stepping stone pour enseigner des bonnes pratiques au sujet des méthodes de recherche sur la base de ces exemples. Donc, je disais, on va faire un webinaire en deux parties sur les questionnaires quantitatifs. Pourquoi? Parce que le questionnaire quantitatif, en fait, c'est une méthode qui est très utilisée. On connaît tous, on utilise tous des questionnaires, on utilise tous des outils comme Google Form, Typeform, etc. Il y en a plein. C'est hyper facile de le créer, c'est hyper facile de le partager. On se dit, on envoie un lien et puis on va recevoir 50, 100 réponses. Et puis on se dit, avec ces 50, 100 réponses, on va avoir toutes les réponses à nos questions et ça va être trop bien et on va pouvoir avancer sereinement. Sauf que, en fait, derrière cette façade de la facilité, le questionnaire, c'est une méthode qui a beaucoup de pièges, qui doit quand même répondre à des attentes de bonnes pratiques, etc., pour être sûr d'avoir des réponses qui soient vraiment pertinentes et utilisables, actionnables derrière. Et donc, c'est hyper facile de tomber dans ces pièges, surtout face à côté à cette façade de la facilité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lance dans ce petit webinaire sur comment faire un meilleur webinaire. Donc, on va partir en deux parties. D'abord, comment est-ce qu'on va le construire convenablement pour s'assurer que les réponses qu'on obtient sont les bonnes. Et ensuite, on fera une partie sur comment analyser les réponses. Parce que le quanti, ce n'est pas forcément la force de tout le monde. Moi, la première, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de quali. Mais le quanti, ça n'a jamais été mon dada et j'ai toujours eu beaucoup de mal et je me fais beaucoup accompagner sur le quanti. Je me dis, voilà, maintenant c'est l'occasion de partager. Voilà, alors du coup, je ne fais pas ce webinaire toute seule, évidemment, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, je ne suis pas une reine du quanti, donc je suis accompagnée et donc je vais vous présenter mes co-hosts. Donc, tout d'abord, qui est-ce que je suis? Moi, je suis France, je suis CPO et cofondatrice de Tandems. Tandems, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme de recrutement de participants à la recherche utilisateur en libre service. Donc, que ce soit pour des interviews, des tests utilisateurs ou des questionnaires, on est là pour vous proposer de rapidement rencontrer les bonnes personnes selon votre cible, selon vos besoins, pour tous vos besoins en recherche utilisateur. Après, aujourd'hui, l'objectif n'est pas vraiment de parler de Tandems, donc je vais vous présenter mes co-hosts. Tout d'abord, Laetitia, qui est chargée de data et de l'expérience visiteur au musée d'Orsay. C'est Laetitia aujourd'hui qui va principalement prendre la parole sur la partie construire un questionnaire. Laetitia, si tu veux dire quelques mots peut-être. Bonjour à tous, ravie d'être là ce soir et merci France pour l'invitation. Donc effectivement, moi je m'occupe de la data et l'expérience visiteur au musée d'Orsay et musée de l'Orangerie. Les deux musées sont dans le même établissement. Concrètement, je m'occupe notamment des études qualitatives et quantitatives. Et avant ça, j'étais UX Researcher dans une agence digitale, chargée d'études en institut d'études. Donc voilà. Super. Et du coup, notre deuxième co-host, qui sera surtout là sur le deuxième webinaire, celui sur l'analyse, sera Mathieu Klein, qui est User Researcher chez Open Classrooms. Donc, je lui aurais passé la parole, mais il me semble que Mathieu ne nous a pas encore rejoint. Il nous avait prévenu qu'il avait eu un petit empêchement et qui fait qu'il nous rejoindra plus tard. Donc, il se présentera lors du deuxième webinaire, tant pis pour lui, hein, c'est comme ça. Et du coup, comme je le disais, l'objectif de nos webinaires, c'est toujours de se concentrer sur un exemple hyper concret. Et donc pour ça, on invite toujours un participant, un client cobaye, comme j'aime bien les appeler. Donc, quelqu'un qui s'est posé des vraies questions, a fait un questionnaire quanti et qu'on va accompagner sur
sur sa réflexion aussi sur son questionnaire. Et ben, aujourd'hui, c'est Clément qui nous rejoint, donc Clément qui est fondateur de Oli.io. Et du coup, ben, Clément, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un peu ben, ce que tu as fait, à la fois un peu le contexte de Oli, mais aussi le contexte de ton questionnaire à l'époque. Oui, bien sûr. Merci également pour cette invitation. Donc, Clément Servant. Donc, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 1 an. Et pour me lancer, j'avais besoin de faire mon étude de marché. C'est dans ce contexte-là que j'ai fait un premier questionnaire quanti pour m'aider à finalement avoir quelques billes supplémentaires pour éclairer voilà, mes intuitions. Donc, j'ai fait ce premier questionnaire qui était déjà assez intéressant en termes de résultats, et c'était finalement une base pour moi de travail. Et 1 an après, finalement, ça m'a encore posé d'autres questions. Et puis en plus, grâce à l'apport de Laetitia, du coup, en plus revenu et corrigé ce questionnaire. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de venir et d'enrichir tant l'analyse que la formulation des questions qui, c'est vrai, n'était pas loin d'être parfaite, et puis assez dur à analyser parce qu'il y avait beaucoup de questions ouvertes aussi. Donc là aussi, on a tendance peut-être à avoir les yeux un peu plus gros que le ventre, et derrière, faut analyser. Donc, en tout cas, ça m'a bien aidé. Donc, Oli.io, c'est une société qui permet qui crée une solution d'intelligence collective pour les cabinets de conseil et les équipes d'innovation marketing. Donc, on va essayer de donner du sens dans toutes les informations de l'entreprise en combinant à la fois les insights des collaborateurs et de la data pour faire du sens à tout ça. Voilà. Super. Alors, du coup, j'en profite avant de repasser la parole à Laetitia. Je dis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre le début de la présentation et maintenant. Potentiellement, je vais faire juste une petite parenthèse méthodo pour cette fois. En fait, d'habitude, sur un format live, on fait tout en live. On a peu de préparation en amont. Cette fois, pour le questionnaire, pour vraiment prendre le temps de bien l'analyser, on a fait un peu plus de travail en amont avec Clément. Donc, on a un peu déjà retravaillé son questionnaire, mais voilà. L'idée, c'est qu'on va vraiment vous montrer un peu quel était le questionnaire de base. Et Laetitia va nous partager voilà, les meilleures pratiques, ses meilleurs conseils. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser dans le chat. Et ça va être aussi un format assez conversationnel. Il n'y a pas de souci pour pas être vraiment hyper précis sur une structure de présentation. Voilà, mais alors du coup, Laetitia, je te laisse prendre la main sur la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Donc, effectivement, ce qu'on va faire là ensemble, c'est qu'on va regarder le questionnaire qui avait été construit par Clément à l'époque. Enfin, certaines questions, on ne va pas tout regarder. Et on va le commenter ensemble et essayer de trouver des pistes d'amélioration. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de critiquer le travail qui avait été fait par Clément à l'époque, parce que critiquer, c'est vraiment facile, mais construire un questionnaire depuis zéro, ça c'est vraiment dur. Mais l'intérêt, c'est de vous donner à réfléchir sur un cas concret et voir que, OK, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas non plus de recettes magiques, règles d'or qu'on peut vous donner et qui vont marcher à tous les coups. Vraiment, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de vos objectifs. Et on l'a vraiment vu en préparant ce webinaire ensemble que, en fait, à 4 cerveaux, on n'était pas toujours d'accord sur les meilleures manières de faire. C'est vraiment très dépendant du contexte. Donc, c'est pour ça que ça va être plus intéressant pour vous qu'on réfléchisse sur un cas concret. Et vous allez voir que souvent, les conseils ou les recommandations qu'on va pouvoir donner, elles sont assez nuancées, en fait. Il y a plusieurs cas de figure. L'autre chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que le questionnaire, il a été fait
un peu en début de projet de Clément, donc il est très exploratoire, très ouvert, avec beaucoup de questions ouvertes, mais c'est normal en fait, parce que c'est à cette étape du projet, c'est ce dont il avait besoin. Et aujourd'hui, en retravaillant le questionnaire, on a d'autres objectifs, on a affiné certaines choses. Donc, le questionnaire auquel on a abouti aujourd'hui, il est assez différent du questionnaire de départ parce qu'on n'est pas à la même étape du projet. Donc, voilà pour quelques mots d'introduction. Je vous passe directement à la présentation. Hop. Et par contre, je vous vois, mais je ne vois plus le chat. Donc, France, je te laisse faire la voix s'il y a des questions. Donc, vraiment, interrompez-moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne vois pas les questions. Donc, garde un œil et je te les reporterai si je vois quelque chose. Donc, n'hésitez vraiment pas à les écrire. Hein. J'ai les yeux sur le chat. Super. Donc, on commence avec une bonne pratique que Clément a mise en œuvre directement, qui est de commencer par un petit texte d'introduction. Et ce texte d'intro, c'est une étape qui est souvent négligée. On voit beaucoup de questionnaires qui commencent de but en blanc par qui êtes-vous, répondez à cette question, etc. Et en fait, c'est un peu dommage parce que ce moment d'introduction, ça permet d'instaurer une relation de confiance, une relation de connivence avec le répondant et lui donner un petit coup de boost, un petit coup de motivation pour se lancer dans la réponse au questionnaire. Donc, ce qu'il faut dire dans ce texte d'introduction, c'est d'abord qui on est, pourquoi on fait ce questionnaire, de quoi on a besoin exactement, quelle est la thématique. Ce qui est bien fait ici, c'est de dire la longueur du questionnaire. Donc, il est composé de 13 questions et vous prendra 5 minutes. Donc, ça, hyper rassurant pour notre répondant. Donc, ça lui donne bien envie de répondre. Et ce qu'on aurait pu ajouter ici, c'est comment vont être utilisées les réponses. Donc, ce questionnaire va m'aider à développer telle ou telle feature. Ce questionnaire va m'aider à écrire un article sur tel ou tel sujet. Ce questionnaire va alimenter ma réflexion pour le développement de ma boîte, etc. Donc, ça peut être intéressant de dire comment on va utiliser les réponses au questionnaire. Ça peut être un petit élément de motivation pour le répondant. Et, en tout cas, texte d'introduction, c'est une bonne pratique à systématiser dans vos questionnaires. Je voulais juste ajouter un point, Laetitia, qui il me semble, on a une tendance aussi, enfin pas forcément oublié, mais on n'avait pas parlé quand on avait préparé ce webinaire, mais quand on fait l'intro, c'est aussi le bon moment pour dire si vous proposez une récompense à la fin, par exemple un tirage au sort ou un don ou quelque chose comme ça, ou une chance de gagner, de participer à plus. C'est aussi dans cette intro que c'est intéressant de le mettre. Carrément. On passe maintenant à la structure du questionnaire. Attends, il y a une question qui porte sur le texte d'intro et donc je pense que ça vaut le coup de la poser tout de suite. Est-ce qu'un texte d'intro trop long est rédhibitoire? Est-ce qu'il y a une bonne limite? Une question de... oui, forcément, trop long, c'est rédhibitoire. Mais comme je vous dis, il n'y a pas tant d'informations que ça à donner. Qui on est, pourquoi on fait ça, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'on en fait. Et les récompenses, normalement, c'est réglé en quelques lignes. Donc, oui, un texte d'intro trop long, c'est un mauvais signal. On se dit, si le texte d'intro est comme ça, qu'est-ce que ça va donner sur les questionnaires? Donc, c'est un mauvais signal. Mais normalement, c'est des infos clés assez facilement partageable en quelques lignes. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller trop franco sur donner toute l'histoire de la boîte, ça ne sert à rien en fait. Exactement. Donner juste une idée suffit. C'est du contexte. Donc, sur la structure du questionnaire. Le questionnaire qu'on étudie aujourd'hui, il était structuré en 3 parties. Et ce qui était bien, c'est que les 3 parties, elles étaient bien repérables par le répondant, donc signalées par les petits bandeaux jaunes que vous voyez ici. Donc, concrètement, on parlait d'abord des usages de la veille digitale. Après, on parlait des techniques de collecte ou d'organisation de la veille.
Et ensuite, on faisait un retour d'expérience sur les outils de veille existants. Donc ça c'est vraiment une bonne pratique à mettre en œuvre. Ce qu'il faut garder en tête pour le faire, c'est la règle de l'entonnoir. Ça, vous avez dû déjà en entendre parler, toujours fonctionner du plus général au plus précis, du plus large au plus détaillé. Donc, vraiment avoir cette image de l'entonnoir en tête. Et là, on voit qu'avec les trois parties qui sont ici, c'est bien le cas. Ce qu'on aurait pu faire, en plus de rendre bien visible cette structure, c'est de l'accompagner d'un peu plus de storytelling. Ce que ça permet de faire, c'est déjà de vérifier qu'on ne part pas dans tous les sens, en fait, de bien structurer son questionnaire, c'est bien se dire, voilà, j'ai 3 parties, la première, elle parle de ça, la deuxième, elle parle de ça, et je vérifie que mes questions à l'intérieur, elles sont vraiment focus sur le sujet de ma section. Et après, on peut vraiment l'accompagner avec du storytelling qui va aider, prendre le répondant par la main, l'accompagner dans sa réponse, bien être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et d'autre part, ça va aussi aider au moment de l'analyse pour pouvoir raconter l'histoire au fur et à mesure qu'on déroule les résultats. Donc, par exemple, on aurait pu un peu étoffer les formulations pour dire, pour commencer, évoquons vos usages en matière de veille digitale. Deuxième partie, parlons maintenant des sources que vous utilisez dans le cadre de votre veille. Et troisième partie, pour finir, revenons sur les outils que vous utilisez pour réaliser votre veille. Toujours sur la structure, une question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois faire mon questionnaire tout d'un bloc, tout sur une même page, ou est-ce qu'il faut que je présente mes questions question par question? Dans le cas qu'on a aujourd'hui, on a un questionnaire relativement court, avec assez peu de questions, avec 3 sections qui sont bien définies. Une manière intéressante qui aurait pu être faite, c'est de faire 3 sections avec à chaque fois les questions relatives à l'exception sur une même page. C'était une première manière de faire qui rend le questionnaire assez digeste, ça a l'air assez court, voilà, c'est assez attrayant pour le répondant. Là, le parti pris qui a été choisi, c'était de faire plutôt une présentation question par question, ce qui a, donc c'est-à-dire, je réponds à la question 1, je passe à la page suivante, question 2, page suivante, question 3, page suivante. L'avantage de ce système-là, donc c'est que déjà, ne pas voir les questions qui suivent dans le questionnaire, ça permet de ne pas biaiser le répondant, qui ne puisse pas anticiper ce qu'on va lui demander après. Il y en a qui peuvent tricher. Donc ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage, c'est que ça va faciliter la gestion des redirections. Donc, par exemple, question 1, ceux qui ont répondu ça, je leur pose telle question. Ceux qui ont répondu ça, ils vont direct à la section 3. Ou alors les questions conditionnelles, c'est-à-dire cette question, je la pose uniquement à ceux qui ont choisi l'option B. Ou alors, ça va aider à gérer ce qu'on appelle les screen-out, c'est-à-dire ceux qui ont répondu ça, je les vire du questionnaire, je les vire très gentiment du questionnaire en disant votre profil ne correspond pas à la cible de ce questionnaire, merci de ne pas y répondre. Donc, un certain nombre d'avantages dans la conception du questionnaire. Les inconvénients, ça va être que ça va être un peu moins lisible pour le répondant, ça va être un peu moins fluide pour lui, ça va générer plus de clics. Et d'autre part, ça va être moins facile pour lui de naviguer si il veut revenir sur une question précédente en se disant non, en fait, j'ai répondu ça, mais c'est pas tout à fait ça, ou si il veut rajouter quelque chose, ça lui a fait penser à autre chose, il va moins pouvoir naviguer, moins facilement naviguer entre les différentes questions du questionnaire. Donc, comme je vous disais, il y a des avantages et il y a des inconvénients dans les 2 systèmes. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner une règle d'or qui s'applique à tous les coups. Ça va vraiment être au cas par cas. Une autre question qu'on nous pose souvent sur la structure, c'est où est-ce que je mets les questions sociodémographiques. Donc, typiquement, le genre, l'âge, la nationalité ou que sais-je.
au global, les recommandations qu'on peut faire là-dessus, c'est si c'est une question filtre, il faut forcément au début la mettre au tout début du questionnaire. Donc, par exemple, le service que je veux tester, il concerne les 18-25 ans, il faut bien commencer par cette question pour ne garder dans les répondants au questionnaire que les personnes vraiment concernées. Donc, à ce moment-là, on met les questions sociodémographiques au début. Autrement, c'est peut-être plus intéressant de les conserver pour la fin du questionnaire, ce qui permet de commencer par les questions vraiment intéressantes, les questions de fond, pour que le répondant, dès le début, son attention soit un peu accrochée et qu'il puisse se rendre compte de quoi va vraiment parler le questionnaire, que ça lui donne envie de répondre à la suite, plutôt que donner son âge et son département. Ça accroche pas vraiment son intérêt. Là, dans le questionnaire qu'a fait Clément, il a choisi de ne pas poser ces questions sociodémographiques parce qu'à l'époque, ça n'avait pas forcément de sens ou d'impact sur les questions qu'il avait à poser. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, en fait, de ne pas alourdir le questionnaire avec des questions qui n'ont pas d'intérêt, juste pour demander si vous êtes un homme ou une femme. Vraiment, si on n'en fait rien après, ce n'est pas la peine de rajouter une question pour ça. Maintenant que j'ai dit ça, je dis le contraire immédiatement. C'est-à-dire que attention quand même, parce qu'on risque de passer à côté des biais de son propre questionnaire. C'est-à-dire que souvent, en plus, dans le cas d'entrepreneuriat, je crois que c'est ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est une diffusion auprès de son réseau sur LinkedIn, etc. Donc, la représentativité, elle est pas au rendez-vous. Il y a des biais qui sont énormes. Et donc, de mettre quelques questions de sociodémographie, ça permet de se rendre compte, au moins, quelle est la population qui a réellement répondu au questionnaire. Et puis, si on a besoin d'élargir, si on a besoin d'une représentativité statistique, d'une manière ou d'une autre, là, pour le coup, les questions sociodémo, elles sont indispensables. Et on a une petite anecdote à ce sujet. Il y a un researcher qui se dénoncera s'il le souhaite à la fin du webinaire, mais qui avait posé une question sur les revenus des répondants et qui n'avait pas posé la question du pays de résidence pour économiser une question. Mais en fait, à l'analyse, il s'est rendu compte que les revenus en soi, sans croiser avec le pays de résidence, ça n'a aucun sens, puisque le même revenu en Suisse ou dans un autre pays européen, ça ne représente pas du tout le même pouvoir d'achat. Donc, en fait, la question du revenu toute seule, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, voilà pour les questions sociodémographiques et les questions de structure en manière générale. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? Autrement, je passe à la formulation question par question. Il n'y a pas trop de questions. La personne s'est dénoncée par rapport à ce dont tu parles. Et je pense que c'est intéressant et à garder en tête. Et notamment, je pense que c'est un peu un teasing aussi pour la partie analyse qui aura lieu du coup dans un mois, dans le prochain webinaire. Mais c'est important effectivement de se poser la question au moment où vous créez votre questionnaire aussi de comment vous allez l'analyser après coup. Et une façon d'éviter ce genre d'erreur, c'est effectivement d'assez vite faire un petit test auprès de quelques personnes et commencer déjà à se poser la question de comment vous ressentez ces retours, afin de savoir si effectivement il vous manque une question qui vous permettrait d'en tirer un retour pertinent, qui vous faciliterait l'analyse. Toujours se garder en tête un peu, ok, je pose des questions, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais en faire derrière, quoi. Complètement.
Donc là, on va rentrer plus dans le détail et regarder les questions, vraiment leur formulation, les propositions de réponses qui sont associées et voilà, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vous recommander à partir de ça. Donc la première question du questionnaire, c'était « Êtes-vous familier avec la notion de veille digitale ?» Oui, non, plus ou moins, autre. La formulation, là, elle est un peu sujette à interprétation, à plusieurs titres, parce que la notion de familiarité, ça peut dépendre des gens. La notion de veille digitale, peut-être que tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est que la veille digitale. Et l'échelle oui, non, plus ou moins, voilà, l'item plus ou moins, il nous laisse une petite marge de manœuvre, marge d'interprétation de la part du répondant. Du coup, ce qu'on peut recommander si on a envie d'avoir une information de ce type, c'est d'abord de poser soi-même une définition pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, proposer sa propre définition de la veille digitale pour qu'on soit sûr qu'on s'entende bien entre le répondant et le concepteur du questionnaire. D'autre part, sur la question de l'échelle, il faut essayer d'être le plus explicite possible et entre guillemets, forcer le répondant à trancher. Là, c'est comme le disait France à l'instant, il faut essayer de se projeter dans le moment de l'analyse des résultats et dites-vous, en fait, là, si à une question comme ça, j'ai 80% de mes répondants qui me répondent plus ou moins, est-ce que je suis vraiment avancée ? Et c'est une bonne manière de vous assurer que vos résultats ils vont être utiles toujours au moment de la conception. Projetez-vous sur quand je vais devoir analyser ou quand je vais devoir présenter les résultats à mon patron, est-ce que ça va m'apporter une réponse ou est-ce que ça va rester un peu un flottement. Et dernière chose, c'est que de manière générale, ça va être plus facile de vraiment mesurer un comportement très concret que de mesurer la compréhension d'un concept. Donc, par exemple, la compréhension du concept de veille digitale. Ça va être plus facile d'inviter les répondants à dire moi, sur telle pratique de veille, je la fais ou je ne la fais pas, concrètement. C'est comme ça qu'on va avoir une réponse plus concrète, plus tangible de les répondants et qu'on va pouvoir savoir en fait si nos répondants sont familiers avec la notion de veille digitale. Donc, par exemple, si on devait reformuler cette question, on pourrait demander dans la liste suivante, quelles sont les actions que vous pratiquez au quotidien. Donc, et après, une sélection de propositions d'items. Donc, je ne sais pas, lire la presse spécialisée, partager du contenu sur Slack, voilà, tout un tas d'items que moi, je serais incapable de proposer là parce que je suis extérieure au sujet. Mais pour constituer sa bonne liste de propositions de réponses, une manière intéressante de le faire, c'est avant de faire son questionnaire, faire quelques entretiens un peu exploratoires, donc des interviews qualitatives avec ses cibles pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui peut venir alimenter mon questionnaire et surtout, quels mots ils utilisent, comment je peux parler leur langage et qu'on soit bien sur la même base les uns et les autres. Donc, les interviews qualitatives, ça permet de bien préparer son questionnaire, mais on peut aussi utiliser tout simplement les rendez-vous commerciaux qu'on fait au lancement d'une boîte et qui vont avoir la même vertu d'essayer de bien comprendre quels sont les enjeux dans la vie de ma cible et comment ils parlent et utiliser leur propre langage dans mon questionnaire. Dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que en premier lieu, il me semble, Clément, tu nous avais raconté que ta première question, c'était une question ouverte qui justement invitait à définir la notion de veille digitale et que finalement, tu t'étais dit, en fait, c'est un peu compliqué et ça peut être un peu décourageant
pour le répondant de commencer par une question ouverte où il faut travailler. Ça fait un peu interro. Donc, ça, je l'ai vu au test. Hein, j'ai fait tester un peu et puis j'ai bien vu que ce n'était pas possible de commencer par ça. Voilà, d'où l'intérêt de faire tester son questionnaire. Donc, effectivement, commencer par une question ouverte, ça peut être décourageant pour les répondants. Il y a une question dans le chat, mais il me semble que tu vas en parler plus tard. La question est de Ayaka qui demande qu'est-ce que tu penses du choix de répondre je ne sais pas, mais parce que tu parlais tout à l'heure de forcer les gens à trancher. Tu veux tu en parles, si tu en parles plus tard, on va plus tard. On va recroiser la question, mais si j'en parle pas assez précisément, relancez-moi. Ça marche. Et à tout à l'heure, Ayaka, pour la réponse à ta question. Ensuite, on avait une question sur la fréquence à quelle fréquence faites-vous de la veille? Je n'en fais pas où c'est ponctuel, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, tous les jours. Donc là, ce qu'on peut dire, peut-être en petits tips, sans que ce soit vraiment décisif, c'est que c'est peut-être plus facile pour les répondants d'avoir l'échelle dans un ordre inverse, du plus fréquent au moins fréquent. Le processus mental, il va être plus facile de se dire est-ce que j'en fais tous les jours? Non, quand même pas. Est-ce que j'en fais plusieurs fois par semaine? Non, pas vraiment. Et bon, alors plusieurs fois par mois, c'est la bonne réponse pour moi. C'est peut-être plus facile pour les répondants de faire la démarche dans ce sens-là. Et ce qu'on peut dire aussi là-dessus, un petit point d'attention sur ce genre d'échelle, c'est qu'il faut faire bien attention de ne pas rendre trop visible la norme qu'on a en tête. C'est-à-dire, moi, en fait, je pense que il faut faire de la veille tous les jours, concrètement. Et si on pense ça, il faut essayer que ça se voit le moins possible dans les échelles qu'on propose. Voilà pour cette question, c'était assez rapide. Prochaine question. Pour votre veille, vers quels médias ou applications vous tournez-vous principalement? Donc là, on est dans le cas d'une question ouverte. Une question ouverte qui ici peut être un peu lourde à traiter au moment de l'analyse, mais qui reste quand même assez intéressante parce que c'est par la question ouverte qu'on va être capable de détecter peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore, des solutions qui sont un peu émergentes et tout. Donc, pourquoi pas se tourner vers la question ouverte pour ce genre de questions un peu exploratoires. Cela étant, là, en l'occurrence, dans la question qui est proposée, ce qui n'est pas forcément hyper clair, c'est est-ce qu'on parle de médias ou d'applications qui servent à la curation de contenu, c'est-à-dire chercher des sources pour sa veille, ou est-ce qu'on parle de médias ou applications pour la sauvegarde du contenu? Un peu ces deux moments de la veille. Ici, ce n'est pas super clair de quoi on parle. Et de fait, il me semble, Clément, tu disais dans la question s'est révélée compliquée à analyser ensuite parce que c'était un fourre-tout de réponses. Exactement. Donc là, il fallait des traitements un peu compliqués. Bon, ça restait faisable et ce n'était pas complètement inexploitable, mais en fait, c'était plutôt pour effectivement dans une logique de détection d'outils ou de choses sans a priori. Bon, c'était déjà intéressant de ce point de vue-là. Mais du coup, ça m'a aidé pour le prochain questionnaire. Voilà. Ouais. Voilà, mais au global, un conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas surestimer la bonne volonté de ces répondants à répondre ou à aller comprendre ce que vous voulez vraiment savoir derrière votre question. Il faut que vraiment ce soit limpide et que ça prémâche le travail, que ça facilite le travail du répondant. Là-dessus, je peux vous raconter un petit fail personnel. Je travaillais pour un client et on s'intéressait au secteur des fast-food.
et en l'occurrence à l'image de marque d'une enseigne de fast-food qui fait de la volaille frite du Kentucky, pour ne pas vous dire de qui il s'agit. Et donc, on s'intéressait à l'image de marque de cette enseigne et on s'est dit, bon, comment on peut faire parler les gens de l'image de marque? Et on s'est dit, on va leur demander 3 adjectifs que leur évoque cette marque, cette enseigne. Donc, donner 3 adjectifs à laquelle cette enseigne vous fait penser. Donc, très fière de notre question. Et au final, évidemment, personne ne nous en a donné 3, tout le monde nous en a donné qu'un seul. Et tout le monde nous a donné l'adjectif poulet. Donc, énorme fail. Ce n'était pas du tout ça que je voulais savoir. Ça ne m'informe en rien sur l'image de marque de savoir que tout le monde pense à du poulet quand il pense à cette enseigne. Et donc, en faisant cette question, j'ai fait un peu 2 erreurs. C'est d'une part surestimer la bonne volonté de mes répondants à aller comprendre ce que moi j'avais derrière la tête quand je posais cette question. Et d'autre part, de ne pas la faire tester. De ne pas tester auprès d'un petit panel parce que j'aurais tout de suite vu que ma formulation était pas adaptée. Voilà pour cette question. S'il n'y a pas de questions dans le chat. Il y avait une question, mais qui a un peu partiellement répondu, mais ça vaut peut-être le coup quand même. C'est est-ce que tu conseilles du coup de limiter le nombre de questions ouvertes et est-ce que trop de questions ouvertes, ça impacte négativement le taux de réponse? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que effectivement, trop de questions ouvertes, ça va fatiguer le répondant. Moi, je recommande quand même d'en mettre quelques-unes. C'est toujours super intéressant, super riche. Ça donne de la vie, ça donne de l'humain. Pour communiquer les résultats après, c'est beaucoup plus cool de pouvoir mettre un petit verbatim qui explique ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est beaucoup moins sec qu'un quanti. Donc, je recommande quand même d'intégrer des questions ouvertes dans son questionnaire. Par contre, en mettre trop, donc déjà, ça détériore le taux de réponse. Et puis après, c'est du boulot, en fait, à analyser. C'est lourd, surtout quand on a des questionnaires avec 200, 300, 1000, 2000 répondants, en fait, il faut les lire après, une fois qu'on les a posés. Donc oui, concrètement, complètement. Et on va le voir un peu plus tard. En fait, s'il y a trop de questions ouvertes, ça veut dire que ce n'était pas un questionnaire qu'il fallait faire, c'était une méthode qualitative. Donc, c'est aussi un signal. Si vous avez envie de poser trop de questions ouvertes, ça veut dire que le questionnaire n'est pas forcément la méthode adaptée à la problématique que vous vous posez. Donc, il faut plutôt le voir comme un signal, disons. J'espère avoir répondu. Dans la question. Du coup, question suivante. Considérez-vous que la veille fait partie de votre métier? Oui, non, plus ou moins sans avis. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est un petit peu pareil que ce qu'on a vu sur la première question. C'est que à la fois la question elle-même et les propositions de réponse, elles vont être difficiles à objectiver. Après, elles vont être difficiles à communiquer. Et d'autre part, ce qu'on ne voit pas forcément ici, c'est que, en fait, cette question, elle arrive un peu tard dans le questionnaire. J'en ai sauté, je ne vous les fais pas toutes. Et elle arrive un petit peu tard dans le questionnaire. Et du coup, ça nous dégage du principe de l'entonnoir, où toujours on va du plus général au plus détaillé. Et là, on est vraiment sur une question très générale sur les usages de la veille. Donc, il faut que ça vienne assez tôt dans le questionnaire. Donc, par exemple, une manière au-delà de la mettre plutôt dans le questionnaire, une manière de reformuler cette question pour que ce soit plus concret et plus parlant au moment de l'analyse des résultats, c'est, par exemple, pour quelles raisons faites-vous de la veille, avec des choix multiples proposés en dessous. Donc, ça peut être pour progresser dans mon métier, pour mieux connaître mes concurrents, pour mon développement personnel, par curiosité, etc., etc.
encore une fois, des petits entretiens exploratoires, ça peut vous permettre de compléter votre liste de propositions, d'avoir quelque chose d'exhaustif. Question suivante. Avez-vous identifié des objectifs suivis de concurrents benchmark ou des thèmes précis de veille? Si oui, lesquels? Donc, Clément, peut-être ce que tu nous disais, c'était que ce que tu avais derrière la tête pour cette question, c'était d'un peu évaluer le niveau d'expertise en fait en matière de veille de tes répondants. C'était ça. Et puis aussi se dire, en fait, dans la veille, effectivement, il y a des fois des veilles un peu plus ciblées de professionnels. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée-là derrière. Et puis, bon, je pense que ça rejoignait aussi la question précédente dans l'idée du pourquoi. Voilà. Complètement. Donc c'est un objectif assez intéressant. Mais en l'occurrence, la question telle qu'elle est faite là, elle risque d'être assez difficile à analyser, donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que on pose deux questions en une, en fait. On pose la question des objectifs et la question des thèmes. Et ça doit vraiment vous alerter, cette espèce de binarité, ça et ça, ça ou ça. C'est un peu un signal d'alarme. En général, ça veut dire que vous avez deux questions en une. Or, c'est vraiment important qu'une question égale un objectif. L'autre biais qu'il peut avoir, c'est que en fait, on donne des exemples pour montrer ce qu'on a derrière la tête. Donc, exemple de suivi de concurrents, exemple du benchmark. Et en fait, là, les répondants paresseux, comme ils ont deux exemples sous la main, ils vont dire oui, ce que j'ai comme objectif, c'est de suivre mes concurrents et faire du benchmark. Et donc, on va avoir les réponses qui sont comprises dans la question. Donc, voilà. Encore une fois, c'est une question de ne pas surestimer la bonne volonté des répondants qui font ce travail gratuit de répondre à votre questionnaire. Voilà, repenser à mon exemple de poulet pour ne pas impliquer, en fait, conduire le répondant aux réponses qu'on a suggérées dans la question. Oui. Et puis ça, même s'ils sont de la raison, de la bonne volonté, et même s'ils ne le font pas gratuitement, le questionnaire, à partir du moment où on a planté une graine de réponse, c'est hyper difficile d'en sortir en fait. Donc là, ils vont essayer de penser à autre chose que essayer de penser à autre chose que suivi de concurrent et benchmark, c'est pas hyper facile finalement. Donc voilà, c'est même pas qu'une question de bonne volonté, c'est juste que ça biaise complètement la réponse. Question suivante. Combien de liens, articles, vidéos avez-vous enregistrés jusqu'à présent? Moins de 10, 10 à 100, entre 100 et 1000, plus de 1000. Là, ce qu'on peut dire, c'est pareil, ça peut être un tout petit peu difficile pour le répondant de se projeter dans une réponse, de savoir vraiment évaluer sa propre consommation. Et d'autre part, la réponse, elle va être un peu variable. L'interprétation de la réponse, elle va être variable en fonction, par exemple, du nombre de l'âge ou du nombre d'années d'expérience professionnelle. Donc, par exemple, quelqu'un qui a enregistré 100 liens alors qu'il travaille depuis 2 mois, c'est beaucoup. Si c'est quelqu'un en fin de carrière, c'est un peu moins. Voilà, l'échelle, elle est quand même sujette à interprétation. Du coup, si on devait aujourd'hui reformuler cette question, ce serait plus intéressant, pas plus intéressant, mais plus facile en fait de l'analyser en demandant une moyenne par mois, une moyenne de liens enregistrés par mois. À la fois, ça facilite la projection du répondant et à la fois, ça va faciliter l'analyse ensuite. Je vois plus mon... ensuite, on a une question qui est la dernière, d'ailleurs, je crois. Pour sauvegarder des liens ou des articles, utilisez-vous un ou plusieurs des
mince, c'est pas ça que je veux. C'est ça, ouais. Utilisez-vous un ou plusieurs des outils suivants. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que à première vue comme ça, la liste, elle a l'air un peu longue. À digérer pour le répondant, mais je nuancerais ce point-là dans le contexte précis dans lequel on parle, parce que on est dans du B2B, dans une spécialité métier, et en fait, ça peut être intéressant pour le répondant de voir cette liste et peut-être, pourquoi pas, de découvrir des outils auxquels il n'aurait pas pensé, dont il n'aurait pas connaissance avant le questionnaire. Donc, en fait, si le questionnaire, il vient un peu nourrir le répondant, lui donner des nouvelles idées, etc., bah, pourquoi pas, à ce moment-là, avoir une liste qui peut paraître un peu longue vue comme ça. On garde en tête bien ici que ce questionnaire, il a été lancé au début de la boîte et qu'aujourd'hui, fort du premier questionnaire et fort des diverses conversations qu'il a pu avoir, Clément, il est capable de un peu raccourcir cette liste. Alors qu'à l'époque, c'était assez intéressant d'en faire une liste longue pour un peu rentrer dans le détail, voire éventuellement, comme on dit depuis le début, faire tester son questionnaire, voir s'il y en a qui vraiment ne ressortent pas du tout et qu'éventuellement on peut virer. Et aussi détecter si on a beaucoup de gens qui cochent autre. Ça, c'est aussi un signal que peut-être qu'on n'a pas fait le tour de tout le champ des possibles dans sa liste d'items. Donc, toujours quand on a un gros taux de réponses autres, bien s'alerter pour la prochaine version du questionnaire que peut-être qu'on est passé à côté d'un outil ou d'un phénomène ou d'une proposition de réponse qui est en fait assez importante pour les répondants. Quand on a des listes comme ça de propositions un peu longues, la bonne pratique, c'est d'appliquer une rotation aléatoire des items, c'est-à-dire que chaque répondant va les voir apparaître dans un ordre différent. Parce que, il ne faut pas se mentir, on en lit 4-5 au début, et puis après, on lit un petit peu en diagonale. Donc, concrètement, les 4-5 du début, ils ont plus de chances d'être cochés que ceux de la fin. Donc, la plupart des outils proposent cette rotation aléatoire. Et ce qui est idéal, mais malheureusement d'en réserver un petit peu aux outils payants, c'est de pouvoir faire rotation aléatoire, mais de bloquer aucun et autre en dernière proposition. Mais toutes les plateformes ne le proposent pas. Donc, cela étant, c'est une bonne pratique que de proposer ce aucun pour que les non concernés aient quand même une réponse qui leur est dédiée, parce que sinon, en fait, ils vont juste passer à la question suivante. Ils vont être considérés comme des non-répondants et on ne va pas savoir s'ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'étaient pas concernés, parce que la réponse c'est aucun, ou s'ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'avaient pas envie de répondre. Et du coup, ça biaise un petit peu les résultats. Et il y a aussi un cas où c'est encore pire, c'est qu'il n'y a ni aucun ni autre, et donc du coup, les non-concernés se retrouvent à cliquer sur un truc au hasard, et là, ça casse tout, quoi. Donc voilà, c'est aussi important pour garder des données saines, on va dire, de penser à ce genre de cas. Yes. Je vois l'heure tourner, donc je passe rapidement sur la dernière question, qui est que pensez-vous d'un service vous permettant de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes avec une liste d'actions et une échelle qui va de pas du tout intéressante à très intéressante avec une colonne sans avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être un peu compliqué pour les répondants de se projeter dans un usage idéal ou dans un usage futur. Ça va être plus simple et moins, plus fiable, disons, de les interroger sur leurs usages réels. Donc, reprendre cette liste d'items et concrètement, est-ce que
ces usages-là, aujourd'hui, vous trouvez ça facile ou vous trouvez ça difficile? Concrètement, est-ce que il y a des irritants dans cette expérience ou non? Ça va être plus fiable de poser la question dans ce sens-là. Et c'est là qu'on rejoint la question du sans avis ou je ne sais pas. En fait, il y a deux manières de le penser. C'est-à-dire que là, et oui, et ça rejoint aussi souvent ce qu'on voit dans les questionnaires, c'est pas du tout intéressant, pas intéressant, moyennement intéressant, donc un 5e item un peu au milieu, intéressant, très intéressant. Donc, introduire ça, ces propositions de réponse-là, ça permet de laisser aux répondants la possibilité d'exprimer de la nuance. Donc, ça permet d'avoir des résultats plus nuancés, plus proches de la réalité. Mais ça rend les résultats moins communicables, en fait. Moins faciles à communiquer, moins faciles à partager. Et ça peut faire des résultats un peu mous, quoi. 50% ont répondu moyennement intéressant. Donc là, tout de suite, pour en tirer des conclusions pour soi ou pour présenter à autrui, ça rend les choses, un peu moins punchy, disons, pour les communiquer. Peut-être que je peux intervenir là-dessus quand même. Parce que cette question-là, je l'ai pompée un peu dans la structure d'un autre questionnaire en ligne aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, j'étais assez confiant. Et c'est vrai que dans une logique d'étude de marché, on se pose des questions sur les fonctionnalités. On a tendance à vouloir demander si c'est ça, est-ce que je développe ça? Et effectivement, inverser le problème avec le problème, l'irritant, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif dans la logique de l'entrepreneur. Et pourtant, c'est important. Alors, j'ai eu la chance d'avoir pas trop de sans-avis. Peut-être que le biais que j'ai, c'est plutôt en fonction des résultats de mon réseau, d'avoir eu des gens qui m'ont dit que c'était plus intéressant alors que ça devrait. Voilà. Je pense que la façon un peu de décider entre est-ce qu'on veut mettre une option neutre ou une option ou pas d'option neutre, c'est effectivement ce que tu disais, Laetitia. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux utiliser ces résultats juste pour avoir un état des lieux de quelque chose et faire une sorte de photo de aujourd'hui, c'est quoi la vie des gens, versus est-ce que je veux m'en servir pour avancer, prendre une décision? Et en fait, je pense que pour pouvoir prendre une décision, on est un peu obligé de faire trancher les gens. C'est toute la différence entre, par exemple, une étude en sociologie ou une étude de recensement, où on peut se permettre carrément des avis neutres, parce qu'en fait, potentiellement, effectivement, tout le monde beaucoup de gens ont des avis neutres. Mais encore une fois, il y a plusieurs écoles, mais moi, je suis de l'école pour dire que si on fait ce questionnaire pour avancer sur un produit et prendre des décisions, et il faut un peu forcer les gens à trancher aussi. Et ce qui peut être intéressant à dire aussi sur la question des échelles, c'est si vous êtes en tout cas dans une boîte et que vous avez vocation à faire des questionnaires souvent, essayez de standardiser en fait pour que au fil de vos questionnaires, vous ayez les mêmes échelles un peu partout et que vous puissiez comparer des choses qui sont comparables, parce que si une fois il y a sans avis, si une fois il y a je sais pas, si une fois il y a un moyennement, en fait au fil de vos questionnaires et peut-être d'une amélioration continue, vous n'allez plus vous y retrouver. Et enfin, on finit sur toujours une bonne pratique qui est de finir sur évidemment un petit mot de remerciement et la proposition d'être tenu au courant des résultats de l'enquête. Ça, c'est super motivant pour les résultats et en particulier dans le contexte dans lequel on est, qui est un contexte B2B. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que proposer de recevoir les résultats est un très bon incentive. En fait, juste à l'endroit, il fait très sombre en fait. C'est un très bon incentive et ça, c'est vraiment quelque chose qui motive les gens à répondre dans ce alors, je vois en question, faut-il mettre les réponses en obligatoire ou pas?
ma reco à moi, c'est mettre en obligatoire le strict nécessaire. C'est-à-dire les questions qui, par exemple, si après on va faire des tris croisés, par exemple, je vais regarder ce que répondent les hommes versus ce que répondent les femmes, pour dire un exemple très bête, le pire exemple. Mais par exemple, si je fais un tri croisé sur tout mon questionnaire pour voir s'il y a des différences significatives en fonction des profils, ben là, j'ai besoin de mettre mes questions en obligatoire pour sinon il y aura trop de réponses inexploitables. Ou alors si mes questions, c'est des questions charnières qui déclenchent une autre section. Enfin, voilà, limiter au maximum parce que c'est pénible, en fait, pour le répondant d'être obligé de répondre. S'il n'y répond pas, c'est qu'il a une bonne réponse, qu'il a une bonne raison de ne pas vouloir y répondre. Donc, en tout cas, 50 questions en obligatoire, vous êtes sûr que tout le monde ferme la fenêtre. Et alors, du coup, la dernière question, c'était que j'ai dit qu'on me poserait à la fin. Qu'est-ce qu'on pense des questionnaires en vidéo? Est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que Laetitia ou Mathieu, vous avez déjà testé un format vidéo de questionnaire? Joker, non, je ne sais pas. Et en fait, moi, cette question, elle me fait penser à des méthodes de recherche non modérées, où on peut faire des tests utilisateurs en non modéré, où effectivement les questions et beaucoup de choses se font à l'oral. Je connais quelques outils qui permettent de faire des questionnaires en vidéo, dont Typeform qui a sorti, je ne me souviens plus du nom, mais un offshot de Typeform qui fait des questionnaires vidéo. Je vais extrapoler par rapport à mon expérience sur le non modéré à l'oral, mais je pense que l'avantage de la vidéo, c'est qu'effectivement, écouter quelqu'un parler, voir l'expression faciale de quelqu'un qui parle en vidéo, ça peut vous permettre d'obtenir de la nuance supplémentaire. Parce que vous allez l'entendre réfléchir, etc. Par contre, c'est très, très contraignant pour un participant. C'est-à-dire que l'avantage quand même d'un questionnaire aujourd'hui en ligne, d'un Typeform, c'est que je l'ai reçu dans mes mails, on me demande parlez-nous de la dernière fois que vous avez utilisé notre service, et puis vous cliquez, et puis en fait, vous pouvez le faire dans le métro, vous pouvez le commencer, pas le finir, etc. Donc voilà, Vidéo Ask, merci Stéphanie qui m'indique dans le chat le nom de l'outil. Quand même beaucoup moins contraignant de pouvoir cliquer sur quelques boutons, répondre à quelques questions dans un métro que de devoir être en vidéo, parce qu'en fait si la personne répond en vidéo alors qu'elle n'est pas dans des bonnes conditions, vous n'allez rien entendre, et donc du coup en fait vous pouvez jeter ces réponses à la poubelle. Est-ce que ça rajouterait pas de l'humain finalement d'avoir des questionnaires vidéo? Je pense que ceux qui le font, et effectivement, leur objectif, c'est clairement de rajouter de l'humain. Mais je pense que comme toute solution, il y a des avantages et des désavantages clairs. Et je pense que le questionnaire vidéo, à mon avis, il est très bien pour du quali. Donc, du coup, quelque chose où on n'a pas forcément besoin de chercher de la quantité. Est-ce que ça peut vraiment servir pour de la quantité? Surtout que derrière se pose la question aussi de l'analyse. Que ce que disait Laetitia tout à l'heure, quand on fait un questionnaire, derrière, il faut se dire, est-ce que je serais capable de l'analyser? Si j'ai 1000 réponses à ce questionnaire, est-ce que je ne vais pas me tirer une balle dans la tête parce que c'est l'enfer? Mathieu, notre expert analyse, qui met un +1, mais il a bien raison. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Super. Eh ben, écoutez, je vois qu'il est 20h, donc en fait, je vais reprendre la main pour conclure. Si vous avez d'autres questions, on pourra toujours les poser pour ceux qui veulent rester, mais je n'ai pas envie de forcer tout le monde à rester. Alors du coup, pour conclure, on a fait une petite synthèse en fait de ce qu'il faut retenir. Du coup, quelles sont les bonnes pratiques et les pièges à éviter, les bonnes pratiques à retenir quand on fait un questionnaire quantitatif? Déjà, il y a des choses à faire avant de se lancer dans le questionnaire, être certain de ses objectifs, de ce qu'on veut apprendre, et être certain que c'est bien un questionnaire quantitatif qui va être la méthode pour nous apprendre ces choses. Ensuite, évidemment, il faut se poser la question auprès de qui est-ce qu'on va diffuser ce questionnaire, et pour
construire le questionnaire, ça peut être très utile et c'est souvent conseillé de faire quelques interviews quali avant de faire le questionnaire. En fait, les gens pensent parfois qu'il y a un ordre, forcément, on fait d'abord un quanti, puis après un quali. En fait, non, c'est cyclique, en fait. On fait un peu de quanti qui va venir nourrir un quali, qui va venir nourrir un quanti, etc. Il n'y a pas de règle. Et si, en fait, quand vous faites votre quanti, vous vous rendez compte qu'il vous manque des informations, et potentiellement, c'est un quali qu'il vous faut pour dégrossir le sujet et derrière, vous permettre de générer les hypothèses qui vous permettront de faire un quanti pertinent. Ensuite, lors de la construction du questionnaire, on réitère, il faut instaurer de la confiance dès l'introduction avec une présentation courte et concise. Il faut construire son questionnaire par entonnoir, du plus large au plus fin, au maximum de regrouper les questions par thème pour pas que ce soit disséminé dans tous les sens. Que la structure du questionnaire soit visible grâce à du storytelling, qu'on comprenne un peu vers quoi vous les amenez et pourquoi. Et donner aussi un peu une idée de combien d'étapes il reste à faire, etc. Tout ça, ça en fait partie également. Et dans la majeure partie du temps, si vous avez besoin des informations démographiques, posez-les si possible à la fin, sauf si il y a une logique qui est induite dans votre questionnaire qui vous demande de les poser au début, mais les poser à la fin, c'est moins intrusif. Et donc, du coup, ça vous permettra d'avoir moins de pertes. Pour poser les bonnes questions, il y a plein de choses qui ont été dites, donc il n'y a pas tout qui est résumé dans cette slide, mais le plus important, je pense, y est. Trop de questions ouvertes, c'est potentiellement que vous n'avez pas la bonne méthode et qu'il faut passer à du quali. J'arrive pas à lire la deuxième ligne parce que j'ai un truc qui le cache. Voilà, super. Attendez. Hop. Voilà. Que le plus important, c'est de se focus sur les comportements concrets et récents. C'est-à-dire éviter de demander aux gens de se projeter dans le futur ou de parler d'un comportement idéal. Vous allez voir les gens, vous leur demandez combien de fois vous faites de délit. On en fait un tous les jours. Et puis ensuite, vous leur demandez cette semaine, quels étaient vos délits. Et ils vont dire, alors le lundi, on l'a pas fait parce qu'un tel était malade. Le mardi, on l'a pas fait parce qu'en fait, les mardis, c'est compliqué. Tout le monde est en télétravail. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le comportement idéal, il est souvent très éloigné du comportement réel. Donc, c'est pareil dans un quanti maximum, rester sur du concret. J'ai une anecdote là-dessus aussi. J'ai fait une étude sur le pain où on demandait, dans un premier volet, on demandait est-ce que vous achetez du pain tous les jours? Oui, non. Est-ce que vous consommez du pain tous les jours? Oui, non. Donc, selon cette méthodologie, tout le monde achète du pain tous les jours, tout le monde mange du pain tous les jours. Puis après, on a fait une autre méthodologie où on essayait de savoir autre chose, mais où tous les jours, les gens devaient dire « Aujourd'hui, j'ai acheté du pain et aujourd'hui, j'ai mangé du pain ». Oui, non. Et en fait, pas du tout. En fait, on achète et on mange beaucoup moins de pain que ce qu'on pense. Exactement. Donc, d'où l'intérêt de rester hyper concret. Assurez-vous d'utiliser des termes bien compris et définissez-les si besoin. C'est ce qu'on disait au début, notamment sur la notion de veille. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde utilise les mêmes termes? Et dans tous les cas, au maximum, ne rien laisser libre d'interprétation. Donc, éviter tout ce qui est vague, éviter tout ce qui vient par paire, les et, les ou. Si ça porte à interprétation, c'est que potentiellement, les gens ne vont pas interpréter comme vous. Et donc, du coup, pas vous donner des réponses qui sont à côté, quoi. Toujours penser à ceux à qui la question ne s'applique pas, pour pas qu'ils répondent un truc au hasard, ce qui va aussi venir polluer vos réponses, et au maximum expliciter les échelles sans laisser paraître les normes de réponse. Donc tout à l'heure on en a parlé de donner plus de choix et que toutes les échelles soient à peu près claires, logiques. Et ensuite, maintenant que vous avez fait votre questionnaire, c'est pas fini, il faut quand même le faire tester avec un petit nombre pour vérifier que vous n'avez rien oublié, parce que c'est très difficile de voir tout juste au premier coup. Et d'ailleurs, même si vous l'avez testé, vous avez déjà un peu itéré, n'hésitez pas à pas tout de suite diffuser à tout le monde. Faites des pages de diffusion, ça vous permet de continuer à pouvoir itérer. Et pour finir, il ne s'agit pas juste de tester que les questions soient bien comprises, il s'agit aussi de tester si vous, derrière, vous êtes capable d'analyser les réponses. C'est l'anecdote de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des questions?
dans le chat. Hop. Alors oui, quanti ou quali au réservoir de données déclarative, tout à fait. De toute façon, le questionnaire quantitatif, c'est une méthode déclarative. Donc, elle vient mesurer l'attitude. Si vous cherchez du comportemental, ce n'est pas du tout le questionnaire qu'il faut aller faire. il y a plein d'autres méthodes qui permettent de faire du comportemental, mais c'est effectivement pas ça. Et ben, s'il n'y a plus de questions, bon, alors du coup, je vais introduire la suite. Je l'avais dit au début, mais en fait, justement, qu'en est-il de l'analyse? Comment est-ce que ça marche? Eh bien, toutes les réponses vous seront données par Mathieu dans un mois, le 4 novembre, qui est aussi un jeudi, dans la partie 2 de ce webinaire sur l'analyse. Mathieu, est-ce que tu veux prendre la parole et teaser un peu cette partie? Écoute, je trouve que tu le fais très bien, mais pour rajouter, on a composé effectivement ces deux webinaires avec France, Laetitia et Clément. Et c'est intéressant de voir un peu tous les pièges dans lesquels on peut tomber quand on crée un questionnaire. Et derrière, il y a encore un paquet de pièges et un paquet de tâches pour l'analyse. Et ça, on le verra justement dans cette deuxième partie pour voir comment est-ce qu'on peut gagner du temps pour traiter les données, parce que je pense que personne ne prend plaisir à traiter les données, tout le monde a envie de connaître les résultats. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller directement à ça et gagner du temps. Voilà. Après, moi, je suis data analyst à l'origine. Donc, je prends aussi plaisir à analyser les données. On fera un bon binôme. Exactement. Voilà. Tout le monde n'est pas data analyst, Clément. La question. Mais alors du coup, l'idée c'est aussi de vous impliquer, vous qui avez regardé ce webinaire, si cette deuxième partie vous intéresse, ou même si ça ne vous intéresse pas, si vous voulez y contribuer. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous participiez aussi en répondant à ce même questionnaire. Donc vous l'avez bien vu, le thème est le même, on parle de veille. Donc je pense que 95% des gens dans cette audience de webinaire sont impliqués. Donc n'hésitez pas à participer et puis ensemble vous découvrirez du coup les réponses de tout le monde à ce questionnaire. Donc ça sera non seulement intéressant parce qu'on va apprendre plein de choses sur l'analyse, mais on va aussi apprendre plein de choses sur les habitudes de veille des autres. Ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir peut-être ce que les autres utilisent. Voilà. Donc, je vais vous le mettre dans le chat et je vais aussi, vous allez aussi de toute façon recevoir un email avec l'ensemble de ces informations et ainsi que le lien pour s'inscrire au prochain webinaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on est toujours preneurs de plein de retours, donc n'hésitez pas à nous dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était clair, est-ce que vous avez un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre ou un sujet que vous auriez voulu qu'on creuse plus. Si vous voulez creuser plus, n'hésitez pas aussi à nous pinguer sur LinkedIn. On est tous ouverts pour répondre à vos questions. Et voilà.